Cet après-midi, je vous raconte un roi choisi, oui, mais un roi habile aussi, qui reste le fondateur d'une nouvelle dynastie qui va régner 3 siècles durant sur le royaume de France, ou la véritable histoire de Philippe VI, le premier des Valois. Comment ce prince de sang, issu d'une branche cadette des Capétiens, a-t-il hérité de la couronne de France ? Pourquoi son règne est-il aux origines de la guerre de 100 ans ? Quelle image a-t-il laissé à la postérité ? Europe 1, 15h-16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes au printemps 1328 et c'est un air de fête qui plane dans la ville de Reims en cette matinée. Depuis plusieurs mois déjà, la cité s'est préparée à accueillir cette foule immense qui déborde ce jour-là des rues de la cité champenoise. Cuisiniers et hôteliers ont confectionné un immense banquet qui doit régaler les convives pendant 5 jours. Charpentiers et maçons n'ont eux pas été en reste pour accueillir tous les invités. Il a fallu bâtir de vastes salles à manger et d'immenses cuisines. Et le grand jour est enfin arrivé. Tout au long de la fête, banquets, joutes et tournois ravissent la foule conviée pour l'occasion. Mais le sommet de l'événement se passe dans le recueillement de la basilique qui a vu 700 ans plus tôt Clovis se faire sacrer roi des Francs. À la suite de cet illustre prédécesseur, Philippe de Valois s'apprête en effet à recevoir l'onction sainte qui va faire de lui le souverain du royaume de France, le représentant de la volonté divine sur terre. Celui qui va bientôt devenir Philippe VI n'est pas descendu de son cheval pour faire son entrée sous la voûte de pierre, mais parvenu à l'autel, il pose un genou en terre pour s'incliner. Le sacre qu'il reçoit est d'une importance capitale. Si Philippe VI a déjà été reconnu officiellement comme roi à la mort de son cousin Charles IV le Bel, l'onction le consacre officiellement comme successeur des rois de France, lui qui n'est pas issu de la lignée capétienne qui gouvernait jusque-là le royaume. Derrière lui, une foule immense. La plupart sont des rois, des ducs, des comtes, issus des plus prestigieuses lignées. Des 4 coins du royaume, les grands ont afflué quand ils n'ont pas traversé les frontières pour assister à l'une des plus grandes cérémonies du temps. Le roi de Navarre et celui de Bohême, les comtes d'Alençon, de Flandre et de Bourbon font partie de la prestigieuse assemblée. Mais un invité de marque manque à l'appel, et non des moindres. Un roi que l'événement de la succession au trône de France n'a pourtant pas laissé indifférent. Et son absence criante le jour du sacre rappelle au nouveau roi qu'il n'était pas le seul prétendant à la couronne, qu'un autre aurait bien pu se trouver au pied de l'autel à sa place et porter la couronne qu'il vient de recevoir. Si le roi d'Angleterre, Édouard III, puisque c'est bien de lui dont il s'agit, ne s'est pas rendu au sacre de son rival Philippe VI, c'est bien parce qu'il ne digère pas l'affront de s'être vu refuser la couronne, lui le neveu direct du roi défunt, au profit du cousin de ce dernier, et son absence va s'avérer lourde de sens pour l'avenir du royaume des Lys. Il faut le reconnaître, Philippe n'est pas né pour monter sur le trône. S'il descend par sa mère de Louis IX et est affilié par son père au roi Philippe IV, dit Philippe le Bel, son oncle, il n'est pas de la lignée capétienne qui règne depuis 3 siècles sur le royaume, et étant issu de la branche cadette, il n'aurait jamais dû régner. Fils aîné de Charles de Valois, Philippe porte conformément à la tradition le nom de son grand-père, Philippe III. Son enfance est marquée par le deuil de sa mère qu'il perd alors qu'il n'a pas encore 7 ans. Il grandit donc aux côtés de son père, ou plutôt faudrait-il dire dans l'ombre de son père, car cette figure éclatante et pleine d'ambition ne laisse guère d'espace au jeune Philippe. Il passe donc pour un homme discret, un peu faible même, en dépit de ses valeureuses ascendances. En effet, c'est du roi en personne, son oncle Philippe le Bel, qu'il reçoit son épée lors de son adoubement. Agenouillé comme ses 3 cousins, les fils de Philippe le Bel, il est fait chevalier. Avec l'épée, le baudrier et les éperons, il reçoit un sceau frappé de ses armes qui lui permet désormais de signer ses écrits. Comme tous les chefs de famille noble, Charles de Valois doit assurer à son fils un mariage prestigieux et, il faut bien le dire, une alliance utile sur le plan politique comme sur le plan pécuniaire. Il a réfléchi à la question dès les 10 ans de Philippe, et la maison de Bourgogne, parmi les plus puissantes du royaume, lui est vite apparue comme une alliance des plus intéressantes. En effet, la fille du duc de Bourgogne, Jeanne, est du même âge que son fils. Petite fille de Saint-Louis et belle-sœur du fils du roi, elle pourrait assurer en outre aux Valois un lien de plus avec la famille royale. C'est chose faite.
L'union est célébrée à la fin du mois de juillet 1313, devant une prestigieuse assemblée. Déjà neveu du roi à 20 ans, Philippe de Valois est désormais aussi le beau-frère de l'héritier direct, son cousin. De là à s'imaginer sur le trône, il en est loin encore. Philippe le Bel ayant mis au monde 3 fils, on ne peut douter alors qu'ils assurent la continuité de la lignée. D'ailleurs, les 4 cousins s'entendent à merveille, et lorsque l'aîné de Philippe le Bel accède au trône, à sa mort, Philippe se met au service de son cousin, devenu roi sous le nom de Louis X. Mais son règne ne dépasse pas 2 ans. En l'absence d'héritier direct, c'est son frère, Philippe V, qui reçoit la couronne pour un règne à peine plus long que le précédent, puisqu'il meurt moins de 6 ans plus tard. Il ne reste alors qu'un fils de Philippe le Bel, le dernier des Capétiens directs, Charles IV. Celui-ci n'a pas plus de chance que ses frères, car il décède lui aussi après tout juste 6 autres années de règne. Avec lui s'éteint la dynastie des Capétiens directs, fondée 341 années plus tôt par Hugues Capet. À vrai dire, il reste encore un espoir aux Capétiens. À sa mort, Charles IV a en effet laissé une veuve enceinte. L'espoir, si mince soit-il, persiste donc encore qu'elle donne un héritier à la couronne. Mais en attendant qu'il voie le jour, il faut bien trouver un souverain de substitution pour assurer la régence. L'enjeu est aussi immense que les chances sont maigres que l'enfant soit un garçon d'une part et qu'il parvienne surtout à l'âge adulte, en un temps où la moitié des enfants meurent avant leur 20e année. Alors, en cherchant un régent, on cherche aussi et surtout un roi. Des descendants de Philippe le Bel, il reste encore Édouard, qu'a mis au monde la dernière fille, Isabelle de France, mariée au roi d'Angleterre, Édouard II. À la mort de ce dernier, le petit-fils de Philippe le Bel avait succédé à son père sur le trône d'Angleterre. Va-t-on alors donner la régence et peut-être la couronne de France à celui qui est devenu Édouard III, roi d'Angleterre ? C'est la question qui anime les seigneurs et les prélats réunis en assemblée en ce mois de février 1328 pour régler cette affaire de succession. La tâche n'est pas aisée car Édouard III ne semble pas prêt à abandonner une si belle occasion de réunir ces 2 immenses royaumes sous sa couronne. Il a pourtant un dangereux concurrent à la personne de notre personnage du jour, Philippe de Valois, le cousin du roi, et à ce titre prétendant lui aussi au trône. La coutume, plus que la loi, réglant alors les successions, aucune loi ne favorise l'un ou l'autre pour l'accession au trône. Dès lors, les barons du royaume n'ont aucun mal à s'entendre pour désigner Philippe comme régent et souverain si son épouse Jeanne de Bourgogne ne met pas au monde un garçon, écartant ainsi le roi d'Angleterre. Ainsi, à la naissance de la fille de Jeanne, le 1er avril 1328, et selon les mots de la chronique que je cite, Philippe de Valois entre en possession du royaume de France avec l'accord et par la volonté des princes du dit royaume. À 35 ans, le désormais Philippe VI se trouve donc en effet à la tête d'un royaume qu'il n'était pas destiné à gouverner. Certes, l'administration d'un royaume n'est pas une chose tout à fait étrangère pour lui qui a aidé ses cousins qui ont occupé le trône avant lui, mais la tâche reste rude pour le nouveau roi qu'on vient de projeter là, d'autant que ses prédécesseurs n'ont pas laissé la place tout à fait nette. Il y a d'abord ces Flamands au nord du royaume, perpétuellement en révolte contre le roi de France et son vassal, le comte d'Évreux, qui les gouverne. Philippe aurait bien voulu les abandonner à leur sort, mais ses prédécesseurs avaient promis au comte de Flandre la protection du roi de France. Homme de parole, Philippe VI se résout donc à lever une armée pour rétablir l'ordre. Qui même me suive, aurait-il lancé à ses vassaux. Et quelques mois plus tard, au début du mois d'août 1328, c'est une armée entière qui se met en marche vers le nord du royaume. Seigneurs, comtes, maréchaux et connétables, tous se sont rangés à la suite de Philippe VI et concentrent derrière lui une armée gigantesque. Il n'en fallait pas moins, car les Flamands, eux aussi, ont rassemblé leurs forces et ont rangé leurs armées sur les hauteurs de Cassel qui dominent les plaines flamandes. Philippe frissonne un instant à la vue de ces bataillons en armure et arbalètes parfaitement rangés au-dessus de ses troupes. Prudent, il décide de laisser ses hommes se reposer avant de lancer l'attaque. Un immense campement s'établit alors sous l'œil vigilant de l'ennemi. Pendant plusieurs jours, les soldats se toisent, s'observent et s'échangent quelques coups d'épée, mais aucun des belligérants ne passe véritablement à l'attaque. Dans le camp français, on profite du calme régnant pour s'accorder un peu de repos et achever les dernières installations du camp.
Mais le 23 août, les hommes se laissent surprendre par un déferlement de combattants flamands qui ont lancé leurs chevaux sur le camp. C'est la stupeur dans les troupes françaises éparpillées aux quatre coins du campement. Le spectacle est terrifiant. De tous côtés, on se lève à la hâte, on tente de s'armer, l'on court en tous sens. Les hommes ne savent où donner de la tête, tant l'ennemi est partout. Mais un cavalier surgit soudain du désordre, l'épée à la main, la tunique brodée de fleurs de lys. Oui, c'est le roi en personne qui s'est lancé d'un bond dans la bataille. Étonnés autant que ravis de voir le monarque lui-même se lancer à l'attaque, les troupes françaises se rassemblent et se jettent comme un seul homme sur l'ennemi. Les coups fusent plus forts que jamais, les armées de Philippe VI écrasent rapidement l'ennemi flamand. Et quand Philippe de Valois quitte le champ de bataille avec ses troupes, il laisse derrière lui plus de 10 000 dépouilles ennemies, abandonnées là comme une sentence implacable. On ne défie pas impunément le roi de France. Mais Philippe sait qu'il ne doit pas s'attribuer sa victoire, pas à lui seul en tout cas. Juste après la bataille, il s'empresse de remercier Dieu pour ce succès et entonne un Te Deum. De retour dans son royaume, il se rend à Saint-Denis pour y déposer l'oriflamme qu'il avait emporté dans sa campagne selon la coutume royale et qui symbolise la protection de Saint-Denis. Il ne manque pas non plus de remercier le saint protecteur de la monarchie et s'assure que des cierges brûleront tous les jours devant son tombeau. Dans sa piété, Philippe VI n'oublie pas non plus la Vierge et son entrée solennelle dans Paris, pavoisée, s'achève à Notre-Dame. Cette première victoire acquise par Philippe VI va être couronnée d'une seconde, non moins importante, cette fois sur le roi d'Angleterre. Absent au sacre qui couronne la prise d'un pouvoir qui lui a échappé, Édouard III n'a pas non plus accompli son devoir de vassal auprès du roi de France. Détenteur du duché de Guyenne et du comté de Ponthieu, tous deux territoires du roi de France, il est donc vassal de Philippe VI et doit lui prêter allégeance. Édouard III répugne évidemment à cette humiliante cérémonie qui lui impose de mettre un genou en terre devant celui qui lui a arraché la couronne de France. Et il est parvenu jusque-là à retarder l'hommage, comptant sur ses alliés flamands pour s'imposer devant le souverain français. Mais leur défaite à Cassel le rappelle à son cruel devoir, d'autant que Philippe le presse et a ordonné de saisir son fief en attendant l'hommage. Acculé, Édouard III se rend finalement à Amiens. Et le 6 juin 1329, il s'agenouille devant Philippe VI, auquel il prête allégeance. La cérémonie n'est pas sans conséquence pour le Valois. Devenu son vassal, le roi d'Angleterre lui doit désormais obéissance et assistance dans ses campagnes militaires. En outre, par cet hommage, Édouard III reconnaît officiellement Philippe VI, roi de France, et renonce aux velléités qui étaient les siennes sur le royaume en tant que neveu du précédent souverain. Par cette allégeance publique, la crise de succession semble révolue, mais en apparence seulement. Car Édouard III est en réalité bien résolu à ne pas abandonner ses prétentions sur la couronne de France. Des prétentions qui vont déclencher entre les deux puissances un conflit sans précédent. Oui, car il ne faut pas s'y tromper, derrière cette apparente soumission, le roi d'Angleterre se défile encore. S'il a bien prêté hommage au roi de France, il n'en a pas pour autant fait son seigneur lige, c'est-à-dire qu'il ne lui accorde pas de préférence aux autres suzerains. Philippe VI a compris qu'il doit se méfier de ce puissant vassal qui refuse son appel pour l'accompagner en croisade, et prudent, il cherche à conforter ses appuis face à l'Angleterre. En février 1332, il confie à son fils Jean le fief de la Normandie. Par cette nouvelle charge, le premier prétendant à la couronne devait faire l'apprentissage de son métier de roi. Mais sa nomination permet aussi à Philippe, il faut l'avouer, de renforcer sa mainmise sur ce duché voisin de l'Angleterre et à laquelle il a longtemps été rattaché. Au-delà de lui assurer une position forte en Normandie, Jean concentre l'espoir de son père de perpétuer la lignée. Aussi, sa santé fragile fait l'objet de toutes les craintes et de toutes les attentions. Il est de plus l'un des rares survivants des nombreux enfants du couple royal. Au moment de son adoubement en 1332, Jean a en effet déjà perdu 3 frères. Et des 12 garçons enfantés par la reine Jeanne de Bourgogne, seuls lui et son petit frère Philippe, né en 1336, survivent. S'il est soucieux de perpétuer sa lignée, Philippe VI l'est aussi de connaître en profondeur son royaume. Il entreprend donc un long voyage à travers ses provinces. De septembre 1335 à février 1336, le cortège royal arpente ainsi les routes de France. Philippe
fait le voyage accompagné de nombreux nobles et parfois de souverains étrangers, chacun se déplaçant avec sa cour. C'est un véritable spectacle ambulant qui s'offre aux populations des provinces parcourues. Par ce voyage bien visible, vous l'avez compris, Philippe expose sa puissance aux yeux de ses sujets et renforce leur adhésion à l'autorité royale. Il consolide ainsi un royaume qu'il ne va pas tarder à mettre à rude épreuve. Car depuis quelque temps, le roi d'Angleterre, Édouard III, multiplie les attaques indirectes contre son suzerain français. S'il refuse d'abord de régulariser l'hommage et de faire de Philippe son seigneur lige pour la Guyenne, il tente ensuite de réveiller la mésentente des Flamands vers le roi de France en les privant de la laine anglaise pour les forcer à se rapprocher de lui. Et il va jusqu'à soutenir Robert d'Artois, un opposant exilé par Philippe de Valois. Furieux de cet affront, Philippe VI tente de soumettre Édouard sous son autorité de souverain et déclare pour tous ses vassaux l'interdiction de secourir Robert d'Artois. Acculé, le roi d'Angleterre doit choisir son camp. Résolu à ne pas se laisser dicter sa conduite et vexé de s'être ainsi laissé piéger, Édouard conserve son soutien à Robert d'Artois et rompt son serment vassalique. L'événement aurait pu rester au rang des multiples altercations qui émaillent les relations entre la France et l'Angleterre, mais Édouard, sans doute-t-il, vient là de déclencher un conflit sans fin, la guerre de 100 ans. Car la réaction française ne se fait pas attendre. Le 24 mai 1337, Philippe VI confisque les terres de son indiscipliné vassal. Quelques mois plus tard, c'est au tour d'Édouard III de répliquer par une revendication pour le moins audacieuse. En octobre, il ne réclame pas moins que la couronne de France, qu'il estime lui revenir de droit par sa mère, sœur du précédent roi, et se déclare lui-même roi de France. Si la guerre est publiquement déclarée entre les deux puissances, elle n'éclate que 7 mois plus tard, en mai 1338, le temps que les belligérants préparent leur royaume et rassemblent leurs forces. Concentrant leurs offensives sur l'économie anglaise, les Français mettent à sac les ports anglais, s'emparent de leurs navires et de leurs marchandises. Jusqu'à l'automne 1338, les armées du Valois emportent victoire sur victoire. Comme le raconte notre invitée cet après-midi, Christelle Balouza-Loubet, dans sa biographie, les succès sont tels que les Français envisagent même un temps d'envahir l'Angleterre. Mais la réponse anglaise est cinglante. Une cohorte de cavaliers envoyés par Édouard débarque bientôt en France et ravage les campagnes sur son passage. La chevauchée meurtrière rencontre les troupes de Philippe. Au lieu de s'affronter en bataille rangée, les deux armées se toisent et finalement se séparent sans s'affronter, aux grandes dames de Philippe, furieux de n'avoir pas pu combattre son rival. Ce n'est que partie remise, car Philippe réplique peu après sur la mer. Après Boulogne, c'est à Bruges qu'on s'attaque à la flotte française. Et là, c'est le désastre. En une journée, les quelques 200 navires français et 15 000 hommes à leur bord sont engloutis dans les eaux du port flamand. Pour Philippe VI, c'est une défaite. Et c'est loin d'être la dernière. Oui, car si les deux souverains, épuisés par 2 longues années de guerre, conviennent d'une trêve en septembre 1342, la guerre reprend de plus belle moins de 2 ans plus tard avec une succession d'affrontements dont les Anglais sortent souvent vainqueurs. Mais Philippe VI, lui, est davantage atteint par la trahison de son vassal Godefroy d'Harcourt, qui fuit le royaume pour se rallier à Édouard III. Une trahison qui vient lui rappeler, alors qu'entre lui et sa noblesse, l'union n'est pas totale. Édouard III, quant à lui, sait profiter de ces dissensions et débarque dans le Cotentin, d'où il lance une armée de 15 000 hommes à l'assaut du royaume de France. Et leur progression est fulgurante. En moins d'1 mois, les Anglais sont à Paris et pillent la forteresse royale de Saint-Germain-en-Laye. Cette irrésistible ascension se poursuit vers le nord. C'est là que les armées se rencontrent, à Crécy précisément. Mais le combat tourne encore à l'avantage des troupes du roi d'Angleterre, qui ont méticuleusement choisi le terrain et attiré les cavaliers français au bord d'un plateau creusé de trous où s'engouffrent leurs chevaux. La date du 26 août 1346 marque à Crécy la mort de bon nombre de nobles de France. Philippe VI lui-même y serait resté s'il n'avait eu à ses côtés une courageuse et solide garde de chevaliers. Fort de sa victoire, Édouard III entend profiter de son succès, et moins d'1 mois plus tard, il fait le siège de Calais, pourtant défendu valeureusement par ses habitants qui résistent 11 mois durant, avant de se rendre en août 1347. Abasourdi par le désastre et terrifié par cet imparable rival qui se nomme déjà roi de France et a fait apposer la fleur de lys sur son cachet,
Philippe VI s'efface du gouvernement qu'il confie à son fils, appelé à régner à sa mort. Celle-ci survient 3 ans plus tard, le 22 août 1350. À son chevet, Philippe a convoqué ses 2 fils pour leur rappeler une ultime fois l'illégalité des prétentions du roi d'Angleterre sur la couronne de France, car il n'est pas que le roi qui se meurt cet été-là. C'est tout le royaume, déchiré par la guerre et par la peste aussi, qui est à l'agonie. Europe 1, historiquement vôtre. Christelle Balouza-Loubet, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Le fortuné, l'heureux, ces surnoms que l'histoire lui a accolés, ces surnoms associés à Philippe VI, ne semblent pas vraiment adaptés à la réalité de ce qu'il a vécu en héritant de la couronne de France. Comment vous expliquez ces adjectifs qu'on lui a collés ? Bien finalement, c'est un chroniqueur qui choisit de retenir les points positifs du règne après la mort du roi. Et finalement, le fortuné, ça renvoie à la fortune qu'il a eue d'accéder au trône de France, puisque c'était assez inattendu. Et l'heureux, ça renvoie à sa victoire de Cassel. Donc finalement, on oublie complètement tous les événements tragiques que vous avez évoqués. Christelle Balouza-Loubet, Philippe VI est un prince du sang. Issu d'une branche cadette des Capétiens, il hérite de la couronne de France en 1328, après la mort de ses 3 cousins sans descendance. Vous expliquez dans votre livre, Philippe VI, le premier des Valois, que c'est à cette période de l'histoire de France que les femmes sont exclues de la succession, c'est-à-dire que la loi salique va s'appliquer en quelque sorte. Alors effectivement, ce qui est assez curieux, puisque la loi salique, on ne la connaît pas, on ne la redécouvrira qu'en 1358. Et donc finalement, on va appliquer une règle qui sera confirmée par la suite. Et donc il y a eu un précédent en 1316, puisqu'on a écarté du trône la fille de Louis X lorsqu'il est mort. Donc là, effectivement, encore en raison de la conjoncture de 1328, on va être amené à écarter les femmes. La décision, elle est prise non pas parce que c'est le droit, il n'y a pas de règle, mais parce que c'est la situation qui invite à le faire finalement. Pourquoi ? Parce qu'on pensait qu'une femme ne pourrait pas mener les troupes à la bataille ? Alors pas du tout, puisqu'on a l'exemple de femmes combattantes à l'époque médiévale, donc c'est pas du tout ça. En 1316, on écarte la fille de Louis X parce qu'on a des doutes sur sa légitimité, puisque sa mère a eu une aventure adultère, et donc on va invoquer cela pour écarter Jeanne. Et en 1328, c'est ce que vous avez évoqué, c'est le fait que l'on veut écarter à tout prix le roi d'Angleterre. Et donc, on va aller encore plus loin en disant que non seulement une femme ne peut pas hériter du trône, mais elle ne peut pas le transmettre à ses descendants. Si l'on résume, c'est donc pour contrecarrer les ambitions du roi d'Angleterre en 1328 que les femmes ont été exclues du trône de France jusqu'à la chute de la monarchie 500 ans plus tard. C'est uniquement pour ça. Effectivement, c'est purement conjoncturel. Et ensuite, on va, entre guillemets, mettre les légistes au travail pour essayer de justifier ça, parce qu'on se rend compte quand même que cette jurisprudence mériterait quand même d'être appuyée. Et fort opportunément, comme je l'ai dit à l'instant, 1358, il y a un moine de Saint-Denis qui redécouvre la loi salique, et on va tout relire à la lecture de cette loi, et on va justifier comme ça cette mise à l'écart. Juste une parenthèse, est-ce qu'à votre avis, ça aurait pu être possible que les 2 couronnes soient réunies sur la tête d'un seul homme ? Oui, alors c'est quelque chose qui va d'ailleurs se produire quand on va avoir la guerre de 100 ans en 1420, le traité de Troyes. On va Charles VI le Fol a évidemment commis cette irréparable bêtise. Voilà, donc effectivement, rien n'empêche qu'on aurait pu accorder les 2, mais le fait que le roi d'Angleterre soit en conflit depuis le XIIe siècle, et puis quand même que ce soit un vassal, effectivement, ça posait énormément de problèmes. Celui qui convoite la couronne de France en même temps que Philippe VI de Valois, c'est Édouard III d'Angleterre, neveu de Charles IV, mais par les femmes. Philippe, lui, est le cousin du roi défunt. Quels arguments sont mis en avant par ses conseillers pour affirmer sa légitimité ? Alors, il est moins légitime finalement qu'Édouard III si on regarde les degrés de parenté, puisqu'Édouard III est parent du roi défunt au 3e degré et Philippe ne l'est qu'au 4e degré. Et donc finalement, ce sont des arguments juridiques qui vont être soulevés. Donc Édouard III, lui, va s'appuyer sur le droit féodal en disant que comme il est plus proche parent, sa mère fait pont et planche, c'est-à-dire qu'elle lui transmet le droit qu'elle aurait pu exercer. Et puis en revanche, Philippe VI, lui, enfin le futur Philippe VI, va s'appuyer sur des arguments du droit romain. Et donc la plus proche masculinité en quelque sorte, dans la lignée masculine, c'est le plus proche. Effectivement, dans la lignée masculine, il est le plus proche. Et puis surtout, lui, le droit romain dit qu'on ne peut pas transmettre un droit qu'on n'exerce pas. Et c'est là-dessus qu'il va s'appuyer pour... Donc la mère d'Édouard III ne pouvait pas lui transmettre une couronne dont elle n'avait pas elle-même hérité. Exactement. Malgré tout, vous l'écrivez, Philippe VI, qu'on appelle le roi trouvé, souffre d'un déficit de légitimité. Donc il a
est-ce qu'il va en souffrir? Quels sont ses appuis? Quels sont ceux qui, en France, s'opposent à lui? Alors, ses principaux appuis, alors il a la chance d'avoir un très large réseau familial, puisque son père a eu beaucoup d'enfants, alors ce qu'il a ruiné, donc ça c'est plutôt l'aspect négatif des choses. Mais comme il va marier ses filles avec des princes de l'époque, eh bien Philippe VI a de nombreux appuis, que ce soit le duc de Bourbon, le duc de Bretagne, le duc de Bourgogne, tout ça fait partie de sa famille finalement. Donc il va pouvoir s'appuyer sur ces gens-là. Le comte de Flandre que vous avez évoqué, il va lui promettre d'intervenir en échange de ses soutiens. Et le principal opposant, ça va quand même être Édouard III, mais qui n'a peu d'appui lui-même dans le royaume de France. Comment est-ce que les chroniqueurs de l'époque décrivent le roi Philippe VI? Qu'est-ce qu'on sait de sa personnalité? J'ai dit à un moment qu'il était faible, qu'il paraissait faible. C'était vrai? Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'on a l'impression d'avoir deux Philippe durant le règne, parce qu'il y a un avant, on a l'impression qu'il y a un avant Crécy et un après Crécy, en fait, 1346. La personnalité qui se dégage de sa jeunesse, c'est qu'il est plutôt impétueux, parce qu'on a des conseillers qui le retiennent. Vous l'avez dit, il se bat lui-même à Cassel, ce qui est quand même assez rare. Il adore les tournois, il se dispute facilement, donc on a l'impression d'un caractère assez fort, au contraire. Et après Crécy, par exemple, on a un roi qui ne va pas intervenir à Calais, et qui là, pour le coup, semble en retrait. Donc que s'est-il passé? Y a-t-il une perte de confiance? Est-ce le vieillissement qui agit? Mais du coup, on ne peut pas le résumer à cette image-là. À propos d'image, on a très peu de description physique du roi Philippe VI. Est-ce qu'on sait à quoi il ressemblait? Non, malheureusement, il n'y a pas de portraits qui sont dressés du roi à l'époque. Le renouveau du portrait, c'est vraiment avec l'humanisme, la Renaissance, donc ce sera plus tardif. L'aspect physique a quelques mentions. Par exemple, on sait que sa femme fait un don de l'équivalent du poids de son mari, donc qui nous laisse suggérer qu'il était obèse à la fin de sa vie, mais ça reste une suggestion. On a quelques sculptures, mais on n'aura jamais une image On ne vraiment... sait pas s'il était beau, laid, s'il était grand, petit, s'il était blond ou brun. Non, voilà, on est obligé, alors ça c'est une des frustrations quand on travaille sur l'histoire médiévale, on est obligé de se l'imaginer et de se dire qu'on ne saura jamais. Christelle Balouza-Loubet, Philippe VI est le premier des Valois. C'est le sous-titre de la biographie que vous lui consacrez et qu'on vous a piqué, hein, on peut le dire, pour le titre de l'émission. Dans quel état les derniers Capétiens lui ont-ils légué le royaume de France? Je crois qu'il n'avait pas fait place nette. Non, effectivement, comme vous l'avez justement fait remarquer, on avait un royaume qui était en crise parce que sur le plan climatique, déjà, c'était le petit âge glaciaire, donc crise frumentaire, etc. Et surtout une crise financière qui était liée justement au conflit contre les Flamands, qui était incessant depuis la fin du XIIIe siècle et qui avait complètement ponctionné les finances royales. Ce règne va être marqué par une succession de calamités, mais Philippe VI va également s'imposer comme roi réformateur. Vous écrivez qu'il souhaite notamment placer ses pas dans ceux de Louis IX, Saint-Louis. À travers quel type de réforme est-ce que cette volonté s'exprime? Alors, en particulier, il va reprendre le programme de moralisation du royaume qu'avait tenté de faire Louis IX, par exemple, en 1254. Moraliser le royaume, ça veut dire quoi? Qu'il va prendre des règles contre les hérétiques, contre les blasphémateurs, et quelque chose qui est très surprenant, il va même interdire les tournois, alors que lui était fan de tournois, donc ça montre bien qu'il est prêt à tout pour placer ses pas dans son prédécesseur. Il va aussi essayer de rétablir la monnaie, qui était celle du temps du roi Saint-Louis, et puis surtout, il va reprendre à son compte le projet de croisade, puisqu'il va faire vœu de croisade en 1332. Entre septembre 1335 et mai 36, Philippe VI effectue un tour de France que j'ai raconté. Quelle est son ambition? Jusque-là, on n'a pas vu de roi de France comme ça partir en voyage à travers toutes les provinces. Non, alors c'est toujours... alors, on a déjà eu des rois qui ont fait des voyages, en particulier dans le Languedoc, dans le Midi, parce que c'est des régions dans lesquelles il fallait se montrer pour éviter qu'elles ne prennent trop de distance par rapport au pouvoir, vu qu'elles étaient éloignées du centre du pouvoir. Mais c'est la première fois, effectivement, qu'on a un vrai tour circulaire. Et je pense que c'est lié, justement, à cette question de légitimité que vous évoquiez tout à l'heure. Roi illégitime, il ressent encore plus que les autres le besoin d'obtenir le soutien de son peuple et de se montrer et de prendre en main le royaume. Précision quand même, au XIVe siècle, le siège du pouvoir royal, c'est Paris. Oui, les institutions sont à Paris, même si la cour demeure itinérante. C'est-à-dire que le roi de France ne réside pas. Il peut résider au Louvre, il peut résider au Palais de la Cité, il a un palais, mais il préfère très souvent aller à Vincennes, à Saint-Germain-en-Laye, ou même dans les anciennes résidences, comme Philippe avait une résidence au Mans, quand il était comte de Poitiers, avant d'être roi de France, il y retourne aussi régulièrement. Quel bilan, au fond, les historiens tirent-ils du règne de Philippe VI?
Alors finalement, c'est un règne qui est peu étudié en tant que tel. On a quelques lumières sur ses réformes, sur la guerre de Cent Ans, mais c'est un bilan plutôt en demi-teinte, puisque si on regarde les débuts de la guerre de Cent Ans, comme vous l'avez dit, c'est une catastrophe pour le Royaume de France. En revanche, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il va quand même poursuivre la réforme des institutions, la rationalisation. Et donc, si on se place cette fois du point de vue de la construction de l'État monarchique, ça reste un règne important. Philippe VI s'éteint en 1350, après 22 ans de règne. Quels défis attendent son successeur, Jean de Le Bon? Alors, on est encore en pleine peste noire, donc il va falloir redresser le royaume. Les finances, c'est toujours une catastrophe, donc on reste un petit peu sur ce problème financier. Et bien sûr, il y a la guerre de Cent Ans, et ça s'annonce d'autant plus mal que Jean de Le Bon, c'est un jeune homme qui déteste la guerre, qui est un mauvais combattant, mauvais stratège, et qui sera fait prisonnier d'ailleurs. Voilà. Et d'ailleurs, quand il sera libéré, on va créer le franc. Exactement. Et c'est le premier roi de France à être portraituré. Oui, exactement. On parlait tout à l'heure des portraits. C'est un portrait qui est reconnu comme le plus ancien portrait individuel conservé, en tout cas. Un rappel historique pour finir, Christelle Balouzalouvet. Philippe VI, c'est le premier roi valois. Ils seront combien après? Et on connaît les derniers Valois. C'est jamais bon, les fins de dynastie, non? Oui, alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais je sais que le dernier, ça sera Henri III, 1589, qui sera assassiné. Et ensuite, ça sera la branche des Bourbons. Oui. Il y a une similitude, vous ne trouvez pas, entre la fin des Capétiens directs et la fin des frères Valois? Oui, alors sauf que la fin de la dynastie est quand même plus violente. On voit qu'on est arrivé dans une société de la violence plutôt au XVIe siècle, mais on se retrouve dans une problématique où on va transmettre à la branche cousine qui est exactement la même. Là, pour le coup, on n'aura plus de débat pour savoir si les femmes accèdent ou non. C'est véritablement acté. Les Valois honoreront-ils au fil de l'histoire le souvenir du premier de leurs souverains, ou est-ce que Philippe VI sera oublié? Alors, c'est surtout qu'ils n'ont pas intérêt à manifester que c'est une rupture, parce que eux, ce qui fonde leur légitimité, c'est leur lien avec les Capétiens, les Carolingiens. Donc, ils vont finalement plutôt masquer le fait que ce soit une nouvelle dynastie, et donc à ce titre-là, on ne va pas commémorer le premier. On va plutôt aller chercher commémorer les ancêtres capétiens, et Saint-Louis va rester, Charlemagne vont rester les grandes personnalités. Merci beaucoup Christelle Balouzalouvet de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Philippe VI. Je rappelle que la biographie que vous lui consacrez, Philippe VI, le premier des Valois, est parue aux éditions Passé Composé. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr. À la Massif, la parole de nos sociétaires sera toujours notre meilleure publicité. Philippe, sociétaire pro et entrepreneur à Dijon, a dit: Quand on a créé notre entreprise, on avait la volonté d'avoir un assureur qui comprenne ce que l'on fait. Et on a trouvé avec la Massif et avec notre conseiller pro, quelqu'un qui a très vite compris ce dont on avait besoin. Aujourd'hui, on a la conviction qu'ils vont pouvoir nous accompagner longtemps. On a les mêmes convictions, Philippe. La Massif assure et accompagne les pros. La Massif, c'est vous. Retrouvez toutes nos offres et mentions sur massif.fr. Massif, société d'assurance mutuelle régie par le Code des assurances.